Alors, commençons maintenant. Je suis Thierry Ménissier, comme la plupart d'entre vous le savent, et je suis responsable de ce programme de formation qui est commun au Master Design et au Master Management d'innovation, qui s'appelle les lundis d'innovation. Alors, si je compte bien, les lundis d'innovation en sont cette année à leur 11e saison. Donc, vous voyez, c'est un programme déjà ancien, qui se renouvelle régulièrement, non seulement parce que les invités sont chaque fois différents, bien entendu, en raison de 8 invitations par saison, mais aussi parce que nous avons varié dans les formes. Tantôt, ce sont les enseignants-chercheurs qui invitent les conférenciers, et tantôt, ce sont les étudiants, vous-même bientôt, qui allez, deuxième année, contribuer en apportant les suggestions, les idées et les manières de faire. Vous avez des fois des choses extrêmement variées, extrêmement enrichissantes, qui viennent de la part des étudiants, notamment sous le format numérique, avec une sorte d'outils qui permettaient des sondages en ligne et des choses comme ça. Voilà, donc, on est sur un mode classique pour commencer cette saison avec notre invité. Avant de lui laisser la parole et de le présenter très brièvement, je voudrais juste rappeler que ces lundis d'innovation visent à mettre en présence les étudiants et toutes personnes intéressées dans l'écosystème de l'innovation, mettre en relation les acteurs d'innovation et les gens intéressés par l'innovation à un point ou à un autre. Donc pour les étudiants que vous êtes devant moi majoritairement, pour votre formation. Cette mise en relation, elle a je dirais, pour effet évidemment une vertu de formation et d'information, et aussi une autre vertu que je vous qui est celle de la communication de l'énergie d'innovation. Moi, je prends très au sérieux l'innovateur en chair et en os, dans sa présence, dans son expérience, dans son discours, dans son charisme aussi. Je vais vous le confier, j'étais en quête du premier intervenant, en retard, comme c'est une nouvelle maquette, comme vous avez vu dans les deux masters, en retard dans ma programmation, et je suis allé, sur l'invitation d'une amie, boire un verre dans un bar. Et cette personne s'est présentée à moi, et au bout de 3 minutes, j'avais compris que j'avais devant moi quelque chose comme un innovateur. Et donc, je l'ai branché, comme on dit, invité à parler, et là, je me suis dit, ah ouais, vraiment, c'est exactement les thèmes dont je vais vous parler maintenant, c'est-à-dire innovation, évidemment, au sens standard du terme, c'est-à-dire une technologie qui peut se mettre en marché, qui peut transformer la société, mais aussi pensée design, innovation sociale, et tout ça en vue des transitions. Vous avez reconnu la baseline, comme on dit en bon français, du programme des lundis d'innovation, innovation sociale, design et transition. Donc voilà. Alors, Raphaël, je suis très content que tu sois ici. C'est une relation qui est récente, mais qui est vraiment intéressante. J'ai pu vraiment regarder de près ce que tu fais. Et ce qu'il va nous expliquer, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec le cœur de son activité, c'est-à-dire son aventure personnelle sur le plan entrepreneurial. Donc, c'est déjà plus qu'une jeune start-up. C'est une entreprise avec une trentaine d'employés, avec de l'audace et des ambitions qui concernent véritablement la transformation de la société par le biais de l'innovation. Voilà. Donc, merci encore. Et bienvenue. Thierry, un immense merci, une très grande fierté d'être ici parmi vous ce soir. Et comme je disais à Thierry la dernière fois, j'étais dans une amphi, c'était pour ma seconde de doctorat, ça me rappelle de bonnes ondes. Et j'espère avoir l'opportunité ce soir de partager avec vous ce qui est bien loin d'être un contenu académique. Ce sont quelques idées de réflexion et j'espère à la fin une petite méthode que je vous propose pour qu'un maximum de jeunes femmes et jeunes hommes qui sont ici peut-être se posent la question de créer leur propre start-up comme j'ai pu le faire moi-même. Et avant ça, j'aimerais vous partager donc quelques idées sur un chemin possible qui pourrait nous amener à être tous, merci Thierry, à être toutes et tous peut-être un jour prosumers, c'est-à-dire pas simplement consommateurs d'énergie, mais aussi producteurs. Et on va partir du cas d'usage effectivement de Lancet Energy Storage, qui est la start-up que j'ai cofondée il y a effectivement 5 ans, qui est basée à Grenoble, qui compte une trentaine de salariés aujourd'hui et qui est active dans le domaine. Très rapidement, on va passer vite sur cette question, sur cette slide d'ego, mais juste pour vous présenter qui je suis ingénieur à la base de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en sciences de matériaux en Suisse. J'ai eu une expérience en Corée chez Samsung Electronics.
suis ensuite venu à Grenoble, que je connais, c'est pas extraordinaire. Je n'ai pas quitté depuis pour faire ma thèse donc, au CEA de Grenoble avec Soitec, je reviendrai un peu après. Et en 2016, donc, j'ai créé ma société. Je vais vous proposer un petit peu le plan suivant, assez classique effectivement dans la forme, je ne vais pas beaucoup m'éloigner pour le coup là-dessus. Il y a une introduction. Je vais vous proposer un petit tour d'horizon du monde de l'électricité du solaire photovoltaïque. L'objectif, c'est de se poser un petit peu les bases de ce qui a été un peu effectivement une pensée créative, en tout cas au moment de la création, de la réflexion, de l'idéation, on va dire, de l'enseigne. Peut-être pour certains et certains d'entre vous, ça sera un peu enfoncer des portes ouvertes techniques, je m'en excuse d'avance. Peut-être que pour d'autres, ce sera utile. Donc, on va essayer de faire un peu grand écart. Et puis ensuite, on rentrera vraiment sur le sujet de l'énergie dans le bâtiment, qui aujourd'hui représente plus d'émissions de CO2 que tous les transports réunis, faisant un sujet bien plus sérieux que le dernier sujet électrique de Stellantis, par exemple. On va parler un petit peu donc, de la question de rénovation des parcs de logements anciens. Et puis, enfin, vous introduire un petit peu la solution lancée. On terminera après avec un exercice un petit peu plus libre que je vous propose, partant et je m'en excuse de mon cas personnel, mais que vous pourrez vous appliquer ensuite pour, encore une fois, peut-être ouvrir la porte un jour de la création d'une start-up. On va commencer un petit peu en interrogeant les modèles de la transition énergétique. On parle d'une transition énergétique, mais il y a en fait des dizaines et des dizaines de transitions énergétiques. Ça porte sur tous les sujets de la vie économique, sociale, politique. Donc, c'est évident. Il y a des dizaines et des dizaines d'interprétations différentes de ce que peut être une transition énergétique. Je vous propose ici quelque chose qui est loin d'être exhaustif, mais que je trouve assez intéressant dans deux types de transitions, mais même globalement deux types d'innovation, deux types d'approches en la matière. Une, on va dire, qui serait plutôt techno-confiante. C'est-à-dire de considérer que la technologie, finalement, c'est la principale solution qu'on va avoir à disposition pour éviter, effectivement, peut-être la fin de l'humanité, peut-être qu'on connaît aujourd'hui. Et puis des approches qui sont plutôt technosceptiques, avec plusieurs exemples un peu caricaturaux qui sont certainement très faibles sur le plan académique, mais qui ont peut-être le mérite que chacun ici les connaît. Et donc, sur la gauche, vous aurez vraiment les approches les plus techno-confiantes, et Musk en présente deux, la plus extrême d'une certaine façon, consistant à dire que finalement, on va résoudre les problèmes sur Terre en allant sur Mars. C'est merveilleux, parce qu'effectivement, ça nous emmène à des horizons complètement infinis, et effectivement, pourquoi s'offusquer de la planète alors que finalement, l'univers est à conquérir, comme on a dit, notre propre Terre. C'est pour moi l'exemple le plus caricatural, d'une certaine façon, d'une approche techno-confiante. Mais vous avez des approches moins caricaturales qui, pour autant, sont déjà assez extrémistes et finalement, d'une certaine façon, nous peuvent amener à une forme de presque déni d'usage, qui sont les approches, par exemple, de capter le CO2. En l'occurrence, et c'est des approches tout à fait sérieuses. Le CO2, finalement, c'est jamais qu'un atome de carbone, deux atomes d'oxygène. Les plantes, quand elles croissent pour former du glucose, puis la cellulose, viennent prendre ce carbone pour relâcher de l'oxygène. Donc, ce que fait un arbre avec la photosynthèse, évidemment, d'un point de vue chimique, on peut reproduire ce type de méthode. Donc, vous avez des entreprises qui disent pas de problème, continuons les centrales au charbon, puisqu'on va arriver à recréer ensuite derrière un procédé pour capter le CO2 et tout, et les entreprises mettent beaucoup d'argent là-dessus. On va accélérer un petit peu. Il y a une transition énergétique encore de Musk, qui est quand même assez intéressante, et c'est le cas de Tesla. Pourquoi Tesla? Et j'espère que pas trop de bêtises là-dessus, j'improvise un peu, mais ce qui est très fort pour moi avec Tesla, c'est que le véhicule électrique est devenu un objet de désir après Tesla. Avant, c'était vraiment pas le cas. On était sur des véhicules qui étaient considérés comme moches, en tout cas, tout sauf un vecteur d'ego qui, on le sait, est quand même la base du marketing automobile. Tesla, et Musk en particulier, a réussi à vraiment créer un objet de désir, au sens consommériste du terme. Et objet de désir, évidemment, donc objet d'ego, donc objet de marketing, et objet à la fin qui aujourd'hui, a priori, Tesla vaut plus cher en bourse que tous les constructeurs automobiles réunis en faisant 500 000 voitures par an, ce qui est presque rien. Vous avez ensuite d'autres types d'approches. On arrive déjà à des choses un petit peu plus, on va dire,
un petit peu plus sceptique, on va dire, ou un peu plus, qui laisse une place en tout cas plus forte à la notion sociologique d'usage. Et effectivement, la fondation de Bertrand Piccard, notamment, qui est l'homme du Solar Impulse, recense un certain nombre de solutions, dont fait partie d'ailleurs l'ONCE, qui sont considérées comme utiles à la transition énergétique, mais qui vraiment essayent de garder en tête assez fort qu'à la fin des fins, c'est quand même pour satisfaire nos besoins, nos usages, qu'on arrive à ce type de problème, plutôt que de juste essayer d'apporter des solutions au problème. J'accélère encore un peu. Jean Covici, vous connaissez, bien entendu. Vous avez ensuite des approches qui sont plus technosceptiques, effectivement. Les scénarios négawatts, on est des références, si vous voulez, ça peut être intéressant. Donc, négawatt, c'est tout simplement de dire la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est efficace. Ce sont des choses un petit peu plus compliquées que ça, évidemment, mais vous en comprenez la philosophie. Et puis après, on va évidemment rentrer, tous évidemment, le maire de Grenoble, qui a fait un livre en la matière sur sa façon de conduire le changement, qui est un des éléments essentiels, on y reviendra. Et puis ensuite, on va rentrer vraiment sur des sujets de plus en plus sceptiques en matière de technologie. Vous connaissez peut-être aussi Barnabé Shadow, il est là pas très loin d'ici. C'est un innovateur très low-tech, mais qui en réalité postule que l'effondrement est un scénario probable et qu'il faut en fait s'y préparer. Il propose une forme d'innovation qui consiste effectivement à préparer ça. Pierre Rabhi, dans un autre genre, vous avez la Société Heureuse, ou après tous les groupes itératifs, par exemple, autour de l'effondrement et des renouvelables. Bref, ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est pas tant d'être pour ou contre telle ou telle approche, peu importe, ça vous regarde. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que dans toutes ces approches, quelles qu'elles soient, vous avez des éléments de processus d'innovation. Et ça peut être intéressant en adhésion ou en opposition, mais ça peut être toujours un petit peu intéressant de voir comment est-ce que vous appréhendez les choses dans la matière. Parce que dans toutes ces approches, en fait, peut-être que toutes ces approches sont correctes d'une certaine façon, mais elles vont peut-être toutes, en tout cas, être testées dans un processus de start-up. Et donc, ça peut être intéressant de garder ça un petit peu en tête. On va avancer. Quelques faits maintenant. Sur la gauche, vous avez un graphe qui est plutôt rassurant, surtout quand on sait de qui il vient. Il vient de RT, le réseau de transport d'électricité. C'est une filiale à 100% d'EDF, c'est eux qui assurent le transport à haute tension d'électricité en France. Il ne faut pas vraiment les taxer d'être anti-nucléaires. Par définition, ils opèrent le premier réseau au monde de lignes à haute tension pour le transport d'électricité nucléaire notamment. Pour autant, je vais vous mettre ce graphe ici, où vous avez de façon saisonnière, sur toute l'année, en bleu la production d'énergie éolienne pendant l'année, et en jaune la production d'énergie solaire pendant l'année. Et ce qu'on voit, c'est que si on fait la somme de ces deux courbes, vous arrivez à quelque chose qui est plat. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'effectivement, en théorie, si vous avez un mix adapté, vous pouvez en France atteindre sans problème un mix 100% renouvelable. Ça voudra dire qu'effectivement, il faudra compenser le manque de production photovoltaïque en été par de l'éolien, en été par de l'éolien, il faudra compenser le manque de production photovoltaïque l'hiver par de l'éolien l'hiver, et vice-versa. Ça amène évidemment quand même une question assez essentielle, qui est celle d'un stockage sur une période relativement courte. Je commence à vous teaser un petit peu le sujet. Et on y reviendra. Mais en théorie, dans les grands ordres de grandeur, si vous voulez, dans le grand nombre, c'est tout à fait sérieux de postuler pour un mix 100% renouvelable, déjà sur ces deux énergies uniquement. Vous en avez ensuite une troisième qui existe depuis la fin du XIXe siècle, et on le sait très bien à Grenoble, c'est à Lancet, en l'hommage de ce nom qu'on a créé la société Lancet Energy Storage, à Lancet, dans la combe de Lancet, qui a été inventée la technologie de la conduite forcée à la fin du XIXe siècle par Alcide Bergès. Et c'est les premiers barrages hydrauliques modernes. Donc en plus de ces deux énergies formidables, vous avez l'hydraulique, qui lui est beaucoup plus constant tout au long de l'année, qui peut lui-même être une forme de stockage. À droite, vous avez la première page de présentation de l'ADEME, que vous trouvez sur Internet très facilement, qui fait grand bruit chaque année, puisque chaque année, régulièrement, l'ADEME, qui est une agence de l'État, ne le disons pas, fait un rapport sur le mix 100% renouvelable en France. C'est quand même intéressant qu'une agence de l'État français contredise ouvertement la politique qui est mise en avant régulièrement en matière de présence du nucléaire. Mon but n'étant pas du tout d'ouvrir le sujet du nucléaire plus tard. Mais c'est quand même intéressant d'avoir un acteur étatique qui défend un mix scénario 100% renouvelable et qui décrit très précisément comment y aller. Donc allez jeter un œil, c'est assez didactique. Voilà, celle qui m'intéresse le plus dans cette présentation, c'est celle-ci,
vous avez la journée 100% renouvelable d'après la veille. Sans rentrer trop dans le détail, ce que vous avez dans la gaussienne du milieu, très logiquement, hein, c'est le soleil, la part photovoltaïque qui est en jaune. Vous avez différents types d'énergie, etc., etc. La partie qui est intéressante, c'est la partie en haut de la gaussienne, qui est la charge de batterie, la charge de solution de stockage, lorsque vous avez du surplus photovoltaïque. Et puis le début de la soirée, où la partie rose que vous avez en haut de la courbe, c'est la partie déstockage. Et là, effectivement, vous avez en fait la solution, la clé de l'ADEME pour atteindre un mix 100% renouvelable, en France comme ailleurs, c'est-à-dire d'avoir des solutions de stockage assez massives pour gérer, et c'est un peu le sujet tarte à la crème des sujets des énergies renouvelables, leur intermittence. Effectivement, il n'y aura jamais de soleil la nuit, et le vent, ça dépend de la météo. Donc, effectivement, pour ça, il faut des solutions de stockage. Quelques autres éléments pour casser encore un petit peu le débat, puis revenir un petit peu sur les choses plus concrètes. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Vous savez, l'énergie a augmenté de façon extraordinaire ces derniers mois. C'est l'effet de la sortie de crise avec un boom de la demande. Mais globalement, l'essentiel des consensus sont sur le fait que l'énergie électrique, comme d'autres énergies d'ailleurs, va coûter plus cher et de plus en plus cher. Ici, vous avez une synthèse assez intéressante de différents modèles. En règle générale, plus vous allez être cher, plus vous serez sur des modèles 100% renouvelables, plus vous ne serez pas, plus vous serez sur le scénario le plus bas étant le scénario de l'UFE, l'Union française des électriciens, qui évidemment est plutôt en faveur du maintien à un niveau assez élevé du parc nucléaire français. Mais globalement, le point est là, c'est-à-dire que vous allez avoir une électricité qui, dans certains scénarios, va coûter 2 fois plus cher en 2030 que ce qu'elle coûte aujourd'hui. 2 fois plus cher. C'est une inflation extraordinaire. Et évidemment, tout ça nous amène au sujet qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, et qui est un vrai sujet académique, qui est d'ailleurs pas mal étudié, et qu'on connaît tous évidemment. C'est l'effet qu'on pourrait qualifier de gilet jaune, c'est-à-dire hausse du prix de l'énergie. Et personne ne dit que c'est une mauvaise chose, l'énergie plus chère, plus des usages contraints d'énergie. Par exemple, prendre la vieille voiture pour aller travailler, égale, sans la possibilité d'investir pour remplacer la voiture en question ou ne plus prendre la voiture avec le télétravail, égale, c'est un piège. En fait, c'est un piège. Vous n'avez pas de solution si vous êtes un ménage classique. Vous n'avez pas de solution que de prendre dans la figure cette hausse du prix d'énergie qui, à part ça, fait consensus parmi les experts pour atteindre la neutralité carbone par différents mécanismes, peu importe. Mais globalement, tout le monde considère que l'énergie doit coûter plus cher. Et donc, vous avez ensuite l'éolien, le thermique, le solaire, qui représente presque rien en fait, 2,5%, et puis ensuite les bioénergies. À droite, un petit graphe qui est toujours intéressant d'avoir en tête, un petit diagramme qui est toujours intéressant d'avoir en tête, c'est qu'en fait, dans le prix de l'énergie, dans le prix de l'électricité, pardon, ce que vous payez, c'est vu pour un tiers seulement la partie production. Je vais l'appeler ici fourniture, mais c'est la partie production. Le reste, c'est l'acheminement, et c'est un sujet essentiel. L'électricité toute seule sur place, ça ne sert pas à grand-chose, il faut la transporter. Et puis, le dernier tiers, c'est les taxes, effectivement, avec différentes taxes, etc., etc. Juste pour garder l'ordre de grandeur. Donc, effectivement, le prix de l'électricité en France, c'est entre 15 et 20 centimes selon votre traitement. La part énergie, effectivement, c'est 5, 6, 7 centimes du kilowattheure en mégawattheure, 50, 60, 70 euros du mégawattheure. Le tarif ARENH se situe l'électricité nucléaire française se situe entre 30 à 60 euros. Cette évolution du prix de l'électricité en Europe, avec encore une fois des situations de disparités extrêmement fortes, et en particulier donc l'Allemagne qui a fait le choix d'une électricité très chère en contrepartie du développement du renouvelable. La sortie du nucléaire qu'a voulu Merkel après l'incident de Fukushima. Et encore, on le sait, une situation qui est complexe avec une utilisation assez forte des centrales à limite, centrales à charbon si on veut, et donc un modèle qu'on peut questionner. Ceci dit, vous avez quand même sur ce graphe-là une forme d'évidence, on va dire. Vous avez une corrélation extrêmement forte, quasi parfaite, entre le prix de l'électricité, donc sur l'axe et les capacités installées de renouvelables par habitant par habitant.
donc, effectivement, avec le Danemark et l'Allemagne, qui sont loin devant en termes de capacité installée. Mais ça se fait, entre guillemets, au prix d'une électricité aussi beaucoup plus chère. Et donc, pour un petit peu faire la transition vers le sujet qui moi, m'intéresse le plus, j'ai fait la thèse il y a quelques années, le sujet d'un des piliers du développement du renouvelable, qui est aujourd'hui, on l'a vu, le moins exploité, en tout cas en France, même si globalement, c'est aujourd'hui les capacités installées les plus importantes à l'échelle mondiale, qui est le solaire, donc les solaires photovoltaïques. Ce qu'on a, pour aller un petit peu, quand même donner un petit peu de contenu à ça, la technologie du solaire photovoltaïque est permise par l'effet photoélectrique, qui a été inventé découvert au début du XXe siècle par Sinclair. Je serais reconnaissant de ne pas chuchoter s'il vous plaît. Qui a été inventé donc, au début du XXe siècle par Einstein. C'est d'ailleurs pour ça que Einstein a eu le prix Nobel, c'est-à-dire un petit effet, on va dire, par rapport à d'autres découvertes. Comme quoi, quand on est doué en sciences, on peut être dans beaucoup de choses à la fois. Ou, grosso modo, le principe, c'est que vous avez un certain nombre d'atomes qui peuvent absorber l'énergie du milieu, l'énergie de la lumière, et émettre des électrons, des photoélectrons. Et on peut arriver à capter ces photoélectrons et créer une différence de potentiel, donc créer potentiellement un circuit électrique. C'est ça là, ce qu'il y a derrière le panneau solaire photovoltaïque. Oui. Je vais me déranger un petit peu. Est-ce que l'autre gouvernement peut nous accepter dans la. C'est Thierry. Ouais, mais moi, j'ai personne en salle d'attente. Avec une adège, on fait entrer au fil de l'eau les gens qui se présentent. Il n'y a personne. Non, ça c'est tout. Je continue. Oui, bien sûr. Okay. Donc, le solaire photovoltaïque est aujourd'hui, à l'échelle mondiale, ce qui représente à peu près 90% des capacités installées, au point de vue technologique, qui sont basées sur du silicium. Le silicium, c'est un mot qui peut-être sonne un peu bizarrement à votre oreille, pour autant, c'est le deuxième élément le plus abondant de la croûte terrestre. Le sable, typiquement, c'est principalement de la silice, oxyde de silicium sous différentes formes, et le monde est littéralement fait de silicium. Pourquoi il y a quand même des raisons d'espérer sur la transition énergétique, et en tout cas sur certaines technologies, comme notamment le solaire photovoltaïque. C'est-à-dire que ce qu'on entend parfois, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un jour un pénurie de matériaux pour le solaire photovoltaïque, c'est assez peu probable, en tout cas sur la partie silicium. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous en avez absolument partout. Alors certes, ça demande beaucoup d'énergie, c'est très polluant. Vous purifiez le silicium pour arriver à faire un panneau solaire avec. Il faut que vous atteigniez globalement une pureté de 8, 9, 10 M, c'est la façon de compter dans le photovoltaïque, c'est-à-dire 8, 9, 10, 9 derrière la virgule. Donc, un panneau solaire, c'est pur à 99,99999%. Et évidemment, pour arriver à ce niveau de pureté, vous devez purifier la matière et ça prend beaucoup d'énergie. Donc ça peut causer problème. Et des entreprises comme Ferropel, pas très loin, se battent pour essayer de faire une poudre de silicium photovoltaïque en utilisant l'électricité de la Romanche, c'est-à-dire l'électricité hydraulique, plutôt qu'une électricité chinoise issue d'une centrale. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, en théorie, vous pouvez parfaitement tapisser la planète de panneaux solaires photovoltaïques sans poser de problème, en tout cas de matière première. Évidemment, d'autres types de problèmes, etc. Donc, ne jetons pas toute la techno en bloc. Il y a des technologies où le matériau est abondant. Il n'y a pas de problème. En tout cas, là-dessus. Et finalement, c'est assez sain et assez logique de constater que, effectivement, le silicium, même s'il est moins bon en termes de rendement d'autres technologies qui sont plus performantes, notamment les technologies qu'on utilise dans le spatial, demeure la technologie de très très loin, ultra dominante. Le problème, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des capacités de production sont en Chine, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'on assiste à un retour de capacités nouvelles en Europe. Maintenant, à comment est-ce que ce solaire peut être utilisé? On va se rapprocher petit à petit de l'usage et finalement d'une dimension assez personnelle qu'on pourrait chacun avoir avec ce solaire. Historiquement, on parlait d'installation dite en revente totale, c'est-à-dire que
de façon tout à fait traditionnelle, on avait eh bien un achat fait par EDF de la totalité de la production d'électricité. Donc, en gros, vous aviez le solaire sur votre toit peut-être, mais vous aviez un compteur juste en sortie, et EDF vous achète de votre électricité, et finalement, peu importe ce que vous faites derrière. Ce qui a expliqué, d'ailleurs, qu'on installait voilà, ce type d'installation sur des hangars. On parle de feed-in tarif en anglais, et globalement, ça a été au démarrage l'essentiel, le principal vecteur du développement du photovoltaïque en Europe et en fait un petit peu partout. On a eu par contre, depuis les années 2010, une baisse absolument drastique du tarif d'achat d'électricité, un petit peu partout, mais il n'était pas rare d'être à 50 centimes de rachat du kilowattheure photovoltaïque. Si vous vous rappelez juste avant ce que j'ai dit sur les tarifs d'électricité qu'on achète, nous, sortis de la prise, on est à 15 à 20 centimes du kilowattheure. On était à 2-3 fois le vrai, entre guillemets, tarif de l'électricité, c'est-à-dire le tarif qu'on paye nous, pour le rachat de cette électricité. Dit autrement, c'est une électricité extrêmement subventionnée. Et la CSPE, la contribution sociale pour l'énergie, que l'on paye toutes et tous quand on paye notre électricité, était la collecte, la ressource pour le financement de ces électricités-là. Ce qui fait qu'on avait un solaire encore qui était largement en fait, une forme de rente, puisqu'on avait notre tarif sur un temps, on achetait des panneaux solaires, on avait un rendement plus ou moins bon en fonction de la taille de notre hangar, etc. C'était quand même pour la plupart des installations assez loin de considération écologique, mais ça a permis un temps l'émergence d'une filière européenne qui longtemps était la principale au monde en réalité, jusqu'au début des années 2010. Par contre, après la crise, effectivement, ces tarifs ont été divisés de façon extrêmement brutale et vous avez eu une disparition d'à peu près toute l'industrie européenne. Il ne reste aujourd'hui plus que des ombres d'elles-mêmes. Malheureusement, ces industries, on a un autre exemple très long, qui est Photowatt, dont moi j'avais, qui a été sauvé extrémiste par EDF et qui végète depuis, ou dans un autre genre, QCell, qui était le leader mondial à une boîte allemande qui a été achetée presque €1 symbolique par une entreprise coréenne. Toute la technologie, évidemment, étant partie en Corée. Donc, très logiquement, ça a amené un petit peu la filière à revoir ses usages. Et le point quand même positif qu'il y a eu là-dedans, c'est que, en dépit ou grâce, peu importe, de la disparition du photovoltaïque européen, le prix des panneaux solaires, lui, a continué à baisser à une vitesse absolument prodigieuse. Et en fait, beaucoup plus vite que ces baisses de tarifs de rachat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler de ce qu'on appelle la parité réseau, grid parity, qui correspond en gros au point d'équilibre où d'acheter l'électricité du réseau, d'investir dans une solution de panneaux solaires photovoltaïques qui, sur une durée donnée, produire de l'électricité, et vous divisez le nombre de kilowatts, le prix de la centrale par le nombre de kilowattheures de panneaux solaires, vous allez à la même chose. C'est-à-dire que la valeur de production du photovoltaïque égale la valeur d'achat d'électricité sortie de la prise. Imaginez qu'à la place d'acheter une automatique 3 €, il vous coûte 3 € de cultiver dans votre potager. C'est ça la parité réseau. Et on l'observe en fait à peu près partout, en France maintenant. Même tout au nord de la France, vous avez une installation qui est à la parité réseau. Et évidemment, des zones comme le Portugal, qui a produit plus d'énergie renouvelable qu'on en a consommé l'an dernier, ou l'Espagne, l'Italie, évidemment, toutes les régions du Sud, sont à la parité réseau depuis bien longtemps. Ça veut dire, en d'autres termes, que le solaire, en fait, est super rentable. Ce n'est pas du tout juste une question de développement de capacité en énergie. Et donc, effectivement, on a généralement, et c'est pris d'une très bonne thèse, que vous pouvez trouver sur les archives suisses, qui est un article assez conséquent, mais vraiment intéressant. Je vous ai mis la référence ici. Où vous avez le pre-grid parity, donc avant la parité réseau, où généralement on considère qu'on a des filières qui sont dopées par des subventions, donc plutôt par la réglementation, donc policy driven growth, et après la grid parité, la parité réseau, où de fait on rentre sur une logique plus de marché, où finalement c'est la demande tout simplement et pas la subvention qui va créer le gros des installations. On considère à ce moment-là qu'on est dans la fin de la S-curve,
où globalement la technologie va être adoptée à assez large échelle. Et donc on arrive à ce stade-là dans des configurations qui du coup peuvent être un peu plus complexes. Et en particulier, la configuration qui moi m'intéresse beaucoup en termes de photovoltaïque, qui est l'autoconsommation photovoltaïque. L'autoconsommation qui ne veut pas dire qu'on est indépendant du réseau, qu'on est totalement autonome. L'autoconsommation, c'est quoi? C'est que vous produisez de l'électricité solaire sur le toit et vous la consommez sur place. 100% d'autoconsommation, c'est que 100% de l'électricité qui descend de votre panneau solaire va être consommée par vos usages énergétiques. Le taux d'autoproduction, par contre, c'est votre niveau d'autonomie énergétique. Généralement, dans des installations comme les installations, on sait, on est à plus de 90% de taux d'autoconsommation. Mais plutôt à des taux de 30, 40 ou 50% d'autoproduction. Et c'est déjà pas si mal. Donc le principe, il est tout simple, c'est qu'on va essayer d'avoir une production photovoltaïque le long du bloc qui convertit le courant continu des panneaux solaires photovoltaïques en alternatif, ce qui est utilisé par nos villages. Et puis ensuite, tout un tas de boucles d'interaction où on va avoir le lancement de certains équipements, la recharge des véhicules électriques, la piscine, le chauffage, le cas échéant du stockage, on dit un petit à petit, en fonction de la production de journée du solaire. Ce qui est évidemment un grand déséquilibre dans le bâtiment résidentiel, c'est qu'en règle générale, à midi, 5 jours sur 7, vous n'êtes pas chez vous. C'est là que dans le résidentiel, on a un problème avec les photovoltaïques. C'est que vous avez un grand désalignement sur votre présence. Vous avez besoin d'énergie, c'est-à-dire plutôt le soir, et évidemment la production solaire. C'est là que les solutions de stockage domestique trouvent leur intérêt, évidemment. Et puis vous avez même une configuration encore un peu plus complexe. Vous n'en avez en réalité que quelques dizaines en France, parce que le cadre réglementaire est très compliqué. Lancé en équipe 1 en particulier, le bâtiment Bouygues ABC sur la Presqu'île est très reconnaissable, c'est un bâtiment des points photovoltaïques. Là-dedans, c'est une centrale photovoltaïque collective, c'est-à-dire que vous avez une seule production pour plusieurs logements. Et ensuite, un partage de l'énergie en fonction des différents principes. Et ça peut ouvrir à des modes de consommation, de production encore un peu plus innovants. On peut parler de paire à paire, peer-to-peer de l'énergie, où vous avez des panneaux solaires photovoltaïques sur votre toit, mais vous n'êtes pas là. Donc vous le vendez à votre voisine, à votre voisin d'électricité. Et tout un tas de mécanismes, évidemment, où potentiellement, vous ne passez plus ou pas par le régulateur. Et ça peut ouvrir des business models assez intéressants. Tout ça pour dire, et on en arrive gentiment au cas de l'enseigne, on a beaucoup de drivers qui nous disent, OK, il faut aller dans ce sens de plus de renouvelables, il faut aller probablement essayer d'accompagner le photovoltaïque, il faut trouver des cas d'usage pour créer le cas échéant une activité et aider, participer à démocratiser cette technologie, considérant que c'est utile. Reste encore un petit peu à essayer de trouver les bons raccourcis. Quand vous êtes au début d'une aventure entrepreneuriale, vous devez trouver un facteur différenciant. Ça peut être partir sur une niche, personne ne s'y intéresse parce que le marché est tout petit, mais vous pouvez prendre une grosse partie de cette niche. Ou ça peut être, au contraire, sur des marchés énormes, où finalement, en apportant un peu d'innovation incrémentale, vous n'aurez jamais que 1-2% du marché, donc finalement, les acteurs dominants du marché vous laisseront tranquille. On va dire que c'est un peu les deux qu'on a fait là. Au niveau de l'enseigne, en se posant un petit peu la question de le bâtiment, qu'est-ce qui peut être un moteur d'adoption du photovoltaïque en autoconsommation ou non, mais qu'est-ce qui peut être un sujet d'adoption. Il faut quand même être raisonnable, en tout cas c'est le constat qu'on a fait nous au début de l'enseigne, que le problème de certaines technologies utiles à la transition énergétique, c'est que précisément, pour revenir au sujet de la Tesla, ce ne sont pas des objets de désir. On n'a pas tout d'un coup un ego qui devient beaucoup plus important parce que on a telle ou telle technologie sortie du laboratoire il y a 10 ans. Ce n'est pas non plus un facteur de manque. On ne se lève pas le matin en disant c'est fou ce qui manque de panneaux solaires photovoltaïques sur mon toit. On ne va pas se poser forcément ce type de questions. Et ce qui explique que longtemps d'ailleurs, le sujet du solaire, photovoltaïque en particulier, est resté un sujet de niche. Où les vrais early adopters, c'était vraiment des gens ultra convaincus, mais en aucun cas le grand public. Et donc, il faut essayer de trouver des moteurs pour obliger, d'une certaine manière, dans des étapes qui vont concerner tout le monde, à venir parler de certaines technologies. Je fais un petit peu une longue parenthèse pour expliquer à comment est-ce qu'on a un petit peu réfléchi à ce sujet. Donc, on s'est dit, faire juste une solution de stockage
ou faire juste une solution de panneau solaire photovoltaïque, finalement, ce n'est pas très différenciant, ça existe déjà. Et probablement, ce n'est pas ça qui va faire que le marché explose. Donc, il faut trouver un vecteur plus important. Et celui de la rénovation des logements, qui, lui, pour le coup, peut être beaucoup plus problématique. Si vous avez mal dormi toute la nuit parce que votre logement est mal chauffé, humide, et avec des parois opaques dans tous les sens, là, vous avez un vrai problème qui, tous les matins, peut vous pourrir la vie. Et c'est la réalité de 11 millions de Français qui sont en qualité énergétique en France. Pour eux, la transition énergétique, c'est beaucoup plus concret. Et donc, effectivement, juste un exemple. Et donc, effectivement, on s'est dit, regardons un petit peu l'état du parc européen, du parc français. Et effectivement, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on a 75% du parc de logements européen, en France c'est un petit peu plus, mais qui sont en catégorie C ou inférieure. Et il faudrait être en catégorie A pour être à la neutralité carbone. Ça veut dire que vous avez 95% des logements européens qui sont à rénover pour atteindre la neutralité carbone. Est-ce qu'on va y arriver? Maintenant, je ne suis pas complètement persuadé. Ceci dit, en langage entrepreneurial, ça s'appelle une opportunité. Et effectivement, l'opportunité, c'est de se mettre sur des sujets de rénovation. Et donc, se mettre sur des objets, des éléments du bâtiment, sur des usages qui font partie classiquement des rénovations. Un autre sujet, et je l'ai évoqué tout à l'heure, le bâtiment consomme beaucoup d'énergie. On va consommer plus d'énergie dans un bâtiment, dans notre vie, que dans une voiture, ou dans un avion, ou même tous les produits qu'on va faire voyager, que nous allons consommer. Et en réalité, globalement en Europe, alors ça s'explique aussi avec les énergies, mais le chauffage et le refroidissement des bâtiments, c'est plus d'émissions de CO2 que le transport, le bâtiment étant lui-même plus émetteur que le transport gentiment. Et donc, en raisonnant un petit peu comme ça, le stockage, on en a besoin. Ça fait partie, c'est une pierre angulaire de la transition énergétique, d'après des agences sérieuses. Il faut trouver des moteurs de rénovation pour venir parler de la transition énergétique. Et effectivement, le chauffage est très énergivore. En fait, c'est en raisonnant un petit peu comme ça, en mettant A plus B plus C plus D, etc., qu'on a fini, et j'y viens en fait, au produit lancé, c'est-à-dire un radiateur électrique qui embarque une fonction stockage. Et je vous parlerai un petit peu de comment est-ce qu'on peut l'utiliser. La boîte donc, a été créée en 2016 sur des concepts assez simples, que je vous décrirai en fin de présentation sur mon temps. On a assez vite fait un prototypage et des installations dans le logement social, en particulier l'OPAC 38, c'est des logements sociaux à Grenoble. Et je peux vous dire que sorti du CEA, j'en ai vraiment pris avec toutes mes certitudes sur la transition énergétique, la vie, etc. J'en ai pris les claques. Moi, petit con qui m'a expliqué la transition énergétique à des allocataires du RSA en logement social, pour leur dire qu'il faut baisser la température, etc. que c'est pas agréable. C'est comme ça qu'on apprend. En 2017, on a fait un premier tour de table, on a lancé la production tout de suite, on a une très belle distinction au CES de Las Vegas, pas vraiment non plus le temps de la transition énergétique, mais pour les investisseurs, c'est important. On a levé donc des fonds en 2019. Et aujourd'hui, on est effectivement 35 à Grenoble et une fabrication qui se fait à Marigny, en Haute-Savoie, Germain. Le principe, il est assez simple, c'est que vous avez un appareil donc, qui est aussi simple qu'un convecteur électrique traditionnel, qu'on appelle parfois le grille-pain. C'est un sujet très classique de la transition énergétique et qui est extrêmement sérieux. En France, jusqu'au même des ordres de grandeur, mais en période de pointe, un tiers de la production d'électricité française part dans un convecteur électrique. C'est vraiment un sujet extrêmement important. Donc, on a essayé de reprendre les bons aspects d'un convecteur électrique traditionnel. Ça s'installe en quelques minutes. Ça utilise un câble d'alimentation unique pour être alimenté. Et puis, on va dire que c'est un usage qui parle à tout le monde. Tout le monde comprend ça, tout le monde en a fait l'expérience, tout le monde sait comment l'utiliser. Et il y a une interaction, on va dire, une interaction entre l'usager et l'usage qui sont relativement bien étudiés, relativement simples, etc. On n'est pas sur un truc totalement nébuleux, totalement mystérieux. Il y a une grande simplicité dans cet appareil. C'est-à-dire que c'est plutôt ses qualités. Il y a évidemment ensuite beaucoup de défauts qu'on essaie de résoudre, le confort, le coût, et évidemment pour ça on vient travailler avec cette batterie, cette fonction de stockage qui est présente donc, au bas de l'appareil. Ça ressemble un peu à une grosse batterie de vélo, et j'y reviendrai. Et effectivement, cette solution, elle permet de baisser pas mal la facture.
sur un mode de gestion un petit peu performant, où on va se permettre d'aller de temps en temps couper le chauffage automatiquement. On a détecté qu'il n'y avait personne dans la maison. Et de temps en temps, on arrive bien à anticiper le retour. De temps en temps, on se plante et il fait froid quand on rentre. Bon, on essaie de l'expliquer avec une application. C'est un petit peu ce type de sujet très intéressant en termes de sociologie de l'usage. Comment est-ce qu'une machine peut comprendre la perception de confort d'un être humain? C'est vraiment un vaste sujet. On essaie modestement d'y apporter des solutions. Ensuite, évidemment, cette capacité de stockage par batterie, elle permet d'avoir ce type d'installation, évidemment, donc en autoconsommation. Et en l'occurrence, je vous parlais de cette production photovoltaïque sur le toit, dont il faut assurer la consommation et ou le stockage lorsqu'on n'est pas là. Et bien, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Vous allez avoir un peu de radiateurs lancés en remplacement des anciens convecteurs, par exemple, qui vont se charger en journée de cette électricité solaire et réinjecter le soir dans le logement lorsque c'est nécessaire. Et là, en partant d'un sujet très important de la rénovation énergétique, qui est un grand standard, avec des gens qui sont formés et avec un vrai moteur, on va dire, d'adhésion au changement et au changement de technologie en l'occurrence, on arrive à convertir dans 8 cas sur 10 le devis qu'on nous demande au départ, qui est juste pour du chauffage, en chauffage plus photovoltaïque. C'est-à-dire que lancer à tout petit niveau, on vient nous contacter pour du chauffage et dans 8 cas sur 10, les gens repartent avec du chauffage plus des panneaux solaires. Voilà typiquement un petit exemple à une petite échelle, mais de ce qu'on peut essayer de faire en essayant de croiser un petit peu les sujets. Donc, à part ça, on va trouver un petit module dans notre français qui permet de contrôler l'eau chaude sanitaire, puisque le chauffe-eau, c'est aussi une forme de stockage, c'est rustique, mais qui peut fonctionner assez bien. Et d'autres types d'appareils. Ce n'est pas très cher à l'usage, ça s'installe très facilement. Vous et moi, 2 minutes, on peut installer un radiateur français. Très pratique d'ailleurs quand on est toujours là en salon d'exposition internationale, c'est-à-dire que ce n'est pas très compliqué de lancer, d'ouvrir le stand lancé. Et effectivement, ça explique que des gens qui sont du terrain, qui n'ont pas fait forcément beaucoup d'études, par exemple les 360 000 installateurs électriciens français, vont évidemment préférer un système comme le nôtre, qui est super simple d'installation, qu'un truc ultra compliqué où il va falloir se former pendant 6 mois, de temps en temps passer par des étapes assez complexes, peut-être plus forcément tout à fait dans de première jeunesse, qu'on n'a pas envie d'utiliser trop de technologie, etc. Évidemment, il faut préférer une approche comme la nôtre qui demeure assez simple. On a ensuite pas mal d'outils derrière, c'est un petit peu, qui permettent de monitorer plutôt, en l'occurrence, c'est-à-dire afficher un petit peu les différents états du système, combien on a consommé, combien on a produit, combien on a auto-consommé, combien est-ce qu'on pourrait économiser. On espère évidemment dans le futur qu'on pourra développer des nouvelles fonctionnalités autour de cette application qu'on utilise pour essayer de pousser des usages plus vertueux et peut-être arriver un jour à ce qu'on accepte que la perception de confort ne soit pas uniquement combien de degrés dans l'absolu il fait dans la pièce où je me situe. Et ça, si on arrive un jour effectivement à faire accepter qu'en pleine période de pointe, au milieu de l'hiver, le confort c'est 18, c'est pas 24, ça c'est dans la tête. Hein. Effectivement, là, on a fait quelque chose de très très fort, qui va d'ailleurs bien au-delà de la simple question du stockage, bien entendu. Mais encore une fois, c'est un truc aussi bête que le chauffage, ça ouvre des sujets de ce type et qui sont notre recherche permanente du confort maximum et immédiat qui nous est dicté par le fonctionnement juste de notre cerveau. Quoi. Un petit exemple de réalisation dont on est très fiers. C'est la toute première installation qu'on a faite l'an dernier, alors que notre usine était fermée. Donc, on a assemblé les radiateurs dans notre salle de réunion nous-mêmes, et on a réussi à la faire quand même. C'est une centaine de radiateurs qui sont installés dans le logement social, c'est dans le territoire de Montbéliard, et donc c'est une quinzaine, si je me souviens bien, de pavillons de logements sociaux qui étaient chauffés avec des vieux systèmes, et on a mis du photovoltaïque, du lancet, et on étudie un petit peu comment est-ce que la technologie est perçue, et on essaye d'améliorer un peu certaines choses au niveau de l'appli, l'installation, etc. C'est la toute première qu'on ait faite l'an dernier, on en a fait d'autres depuis, et ça s'est fait avec pas mal de partenaires pour nous accompagner. Un dernier point, parce que j'ai ouvert pas mal de portes et le fond a beaucoup de critiques, et j'en suis le premier convaincu. Moi, au départ, quand je voulais créer l'ANSES, ce n'était pas en utilisant des batteries lithium. On
nous utilisons des batteries au plomb, qui sont en fait les batteries les mieux recyclées au monde, le plomb lui-même étant le métal le mieux recyclé au monde sur la planète. 70% du plomb qui est recyclé, précisément parce que le plomb, dans la nature, c'est de glace. Et par contre, c'est un produit qui est très facile à recycler. Et donc, beaucoup plus que le lithium-ion, par exemple. Donc, après différentes étapes d'analyse de ce que le marché est prêt à accepter, la notion de performance d'un produit, la compacité, etc., on a quand même fait le choix d'une batterie lithium. C'est globalement la même technologie, ou à peu près, qu'une batterie de smartphone. Ce sont des alliages, nickel, manganèse, cobalt, nickel, cobalt, aluminate. Nickel, cobalt, c'est deux éléments rares dont l'extraction pose un certain nombre de problèmes, notamment le cobalt, qui est essentiellement produit par la République démocratique Congo dans des conditions plus ou moins traçables. J'enfonce des portes ouvertes, c'est mon activité, on a fait ce choix-là, je l'assume, mais effectivement, c'est un sujet qu'on ne cherche pas du tout à mettre sur le tapis. Et la question qu'on peut se poser, c'est transition énergétique, on remet tout ça, c'était mon propos liminaire, quel type de compromis on est prêt à faire? Clairement, utiliser de la batterie lithium pour faire de la transition énergétique dans le logement social, je caricature un petit peu le truc, mais c'est quand même ce qu'on fait. Oui, on considère que c'est un bon compromis. Un panneau solaire, quand il est installé, c'est pour 25 ans sur une toiture. C'est un cycle très très long, une génération. Donc effectivement, si on peut convertir des bâtiments qui aujourd'hui se contentent de réfléchir à la lumière du soleil en été, faire des îlots de chaleur urbaine, à du photovoltaïque, oui, probablement que c'est utile. En tout cas, c'est ma conviction. Mais ceci dit, c'est aussi ma conviction que c'est un usage qui pose problème. On a tous une batterie lithium dans la poche, donc soyons pas hypocrites, mais quand même, ça pose problème. Et accepter avec notre équipe d'ouvrir ce type de débat, d'accepter nous-mêmes que dans des sessions d'innovation lancées, on dit bon, comment on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on arrête le lithium, est-ce qu'on utilise d'autres, etc. C'est aujourd'hui, malheureusement, pas déploré, mais c'est la technologie de loin la plus performante et elle est en fait pas très chère. Elle est tellement utilisée, elle est tellement fiable industriellement que c'est super facile de travailler avec le lithium. C'est beaucoup plus difficile de travailler avec d'autres technologies qui pour autant vont utiliser des matériaux plus neutres, comme la batterie sodium. Pas dans ce sujet-là, mais regardez, on peut faire des batteries avec la moitié du sel. Le sel, c'est du chlorure de sodium, avec le sodium, qui est juste en dessous du tableau périodique, en dessous du lithium, et d'un point de vue électrochimique, qui est très proche du lithium, le sodium. Vous pouvez faire des batteries, en théorie. D'un point de vue industriel, c'est plus compliqué, mais en théorie, c'est possible. Ceci dit, une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on a essayé d'apporter une réponse à cette vraie question et qui peut-être, dans 10 ans, dans 20 ans, on se dira, oula, heureusement qu'on ne va pas rester trop longtemps avec le lithium, c'est possible en tout cas, on ne l'exclut pas, mais on considère que ça peut être un moteur d'innovation. En fait, on a essayé d'étudier un petit peu ce qui se passe globalement autour de nous, en dehors de notre petit sujet. Un des gros facteurs de développement de la batterie lithium, en fait, avant même le véhicule, ou en parallèle du véhicule électrique, c'est les batteries de vélo. Pourquoi? Parce qu'un vélo électrique, évidemment, même si en relatif c'est plus cher qu'un vélo classique, c'est quand même dans l'absolu beaucoup moins cher qu'une voiture électrique. Et donc, on a des quantités énormes de batteries de vélos électriques qui sont des batteries lithium et qui sont à disposition. Et on a réussi à être embarqué plutôt par le groupe Lacoste qui a déployé l'offre Véligo-location. Certains sont franciliens dans la pièce. Vous connaissez ces vélos qui sont bleus et qui sont en location longue durée autour de Paris. Et c'est la plus grande flotte de VAE au monde, opérée par un seul opérateur, opérée donc par le groupe Lacoste. Et Lancet est l'organisme qui va tenter de trouver une seconde vie à ces batteries. Le principe, c'est quoi? C'est qu'une batterie, au début de sa vie, c'est très performant, ça peut livrer beaucoup d'énergie à la fois, c'est une très faible résistance interne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se sépare d'une batterie, c'est pas tant qu'elle n'a plus de capacité, c'est qu'elle n'est pas capable de couvrir l'accélération d'un vélo ou le démarrage d'un ordinateur. C'est qu'elle ne peut pas délivrer des grosses puissances, mais elle a toujours une capacité de stockage un peu importante. La métaphore qu'on utilise parfois, c'est le sprint, on court plutôt quand on est jeune, ou le marathon, on peut courir plutôt quand on est un peu plus âgé. Une batterie, en gros, c'est ça. Une batterie âgée, elle ne peut pas courir vite, mais elle peut courir longtemps. Donc, il y a plein de perspectives de créer des secondes vies de batterie, celle-là, par exemple, celle-là, d'un vélo ou d'une voiture, dans du stockage stationnaire, c'est-à-dire du stockage qui est relativement lent. Le cycle solaire photovoltaïque, c'est 6-7 heures par jour en charge et quelques heures en décharge. C'est des cycles qui sont très lents par rapport au cycle d'utilisation d'un VAE, par exemple.
Et donc, on espère pouvoir, dans les années à venir, pouvoir utiliser des batteries de seconde vie plutôt que des batteries neuves. C'est la même technologie lithium, avec les mêmes avantages, les mêmes questionnements, etc., etc. Mais au moins, on pourra dire qu'on n'aura pas poussé l'extraction de ces métaux ou laissé ces métaux pour d'autres usages qui seraient, disons, peut-être plus prioritaires que le nôtre. Donc voilà, on ne dit pas que tout est parfait, on essaye quand même de considérer que d'avoir une capacité d'autocritique sur notre propre sujet, je vous assure que des fois, face à un investisseur, on a NG à notre capital, ce n'est pas toujours trivial. Évidemment, pour nous, il faut qu'on soit absolument lisse, parfait, extraordinaire. Ça n'arrive pas l'avion solaire. C'est ça que beaucoup de personnes entrevoient ou visualisent quand on parle de transition énergétique. Donc, ce n'est pas forcément trivial d'avoir ce type de dialogue. Et des fois, pour mes propres équipes, aujourd'hui, écoutez, réfléchissons à tout ce qui ne va pas chez nous. Quand vous êtes chef d'entreprise, ce n'est pas forcément évident d'avoir ce type de dialogue, surtout quand vous avez quand même 33 ans, c'est mon cas. Donc, mais pour autant, je leur dis toujours, acceptons de regarder aussi ce qui ne va pas, parce que ce n'est pas de ce qui va bien que va sortir l'innovation. C'est au contraire résoudre des problèmes. Si on a encore un peu de temps, il est déjà presque moins 20. Alors, peut-être on s'arrête là. Voilà. Merci. Il y a un micro qui s'active. Ouais. Donc, merci beaucoup, Raphaël. Il y a un micro qui va circuler pour les questions et on va gérer aussi les questions qui vont venir sûrement dans l'espace conversationnel. En fait, ça fait